Hollywood aime vous dire qu'il a documenté chaque angle de la Seconde Guerre mondiale. Mais voici la vérité. Certains films ont été enterrés, oubliés ou délibérément cachés parce qu'ils révélaient des choses que l'industrie ou le gouvernement ne voulaient pas que vous voyiez. Ce n'étaient pas des bobines de propagande brillantes. Ils étaient bruts, troublants et parfois bien en avance sur leur temps. Alors, pourquoi ces histoires ont-elles disparu dans l'ombre? Restez avec nous, car certains de ces films touchent de très près. None Shall Escape, 1944. Avant même que les Alliés ne gagnent la guerre, un film a osé montrer ce que le monde luttait pour arrêter. None Shall Escape est différent de tout ce qu'Hollywood avait fait jusqu'à ce moment-là. Sorti en 1944, il dépeignait ouvertement les crimes de guerre nazis, les exécutions, les persécutions et la psychologie glaçante derrière la montée d'Hitler. Rappelez-vous, c'était avant même que les camps de concentration aient été libérés et avant que la plupart des Américains aient vu l'horreur véritable de première main. L'histoire suit un officier nazi jugé pour crime contre l'humanité. À travers des flashbacks, nous voyons comment il manipule, trahit et brutalise à la fois sa famille et sa communauté. À une époque où Hollywood préférait encore s'appuyer sur l'élévation patriotique, ce film montrait la brutalité de manière crue et troublante. Certains spectateurs n'étaient pas prêts. Les critiques ont salué son audace, mais le film a été discrètement mis de côté après la guerre. Dans les années 1950, presque personne n'en parlait, même si cela prédisait essentiellement les procès de Nuremberg. Pourquoi est-ce caché? Parce que c'est sombre, direct, et ne laissait aucune place aux héroïsmes romantiques. Ce n'était pas à propos de soldats courageux avec des uniformes impeccables. C'était à propos de la complicité, de la cruauté, et de la façon dont des sociétés entières peuvent sombrer dans la haine. Pour un film de guerre réalisé pendant la guerre elle-même, c'était bien trop réaliste. Aujourd'hui, None Shall Escape est à la fois un avertissement et un jalon oublié, un film que Hollywood ne voulait pas célébrer parce qu'il obligeait les gens à se regarder dans le miroir. Les enfants d'Hitler, 1943. Si vous pensez que les films de propagande des années 1940 étaient inoffensifs, Hitler's Children vous choquera. Sorti en 1943, cette production à petit budget abordait l'endoctrinement glaçant de la jeunesse nazie. Ce n'était pas subtil. Le film montrait comment des enfants allemands ordinaires étaient transformés en serviteurs impitoyables et obéissants du Reich. Il montrait l'obéissance forcée, les familles brisées et la portée terrifiante d'une idéologie qui pouvait retourner les enfants contre leurs propres parents. Ce qui le rend encore plus fascinant, c'est sa popularité. Malgré ses caractéristiques de série B, le film est devenu un succès surprise, rapportant des millions et se classant parmi les sorties de guerre les plus réussies de RKO. Les spectateurs étaient stupéfaits par les scènes de cruauté infligées aux jeunes, y compris les punitions publiques destinées à briser leur esprit. Mais cette même intensité a également rendu le film controversé. Après la guerre, lorsque l'Amérique voulait se tourner vers la reconstruction de l'Allemagne et adoucir son image pendant la guerre froide, Hitler's Children est soudainement devenu trop dur, trop sombre, trop politiquement gênant. Les critiques d'aujourd'hui le rejettent souvent comme mélodramatique, mais on ne peut nier sa puissance. Imaginez aller au cinéma en 1943 en pensant voir un film de propagande standard, seulement pour être frappé par un regard brutal sur la façon dont les enfants étaient instrumentalisés par l'idéologie. C'est l'un de ces films que Hollywood ne met pas en avant, parce qu'il montre le côté sombre de ce que les films de propagande pouvaient accomplir. Et pourtant, il a capturé quelque chose de terriblement précis, l'endoctrinement comme une arme plus puissante que les balles. The Master Race, 1944. La plupart des films de la Seconde Guerre mondiale se terminaient par des défilés de la victoire, des drapeaux flottants et le sentiment clair de la victoire du bien sur le mal. Pas The Master Race. Ce film de 1944 osait poser une question troublante. Et si la guerre se terminait, mais que l'idéologie ne mourait pas? Cela seul en fait l'une des entrées les plus audacieuses et inquiétantes du canon cinématographique de guerre. Réalisé par Herbert Biberman, qui sera plus tard mis sur liste noire à Hollywood, le film se concentre sur des agents nazis planifiant une future résistance clandestine même après la défaite de l'Allemagne. Il dépeignait le fascisme non pas comme quelque chose que l'on pouvait éradiquer par les bombes, mais comme un système de croyances qui pouvait persister, se regrouper et se répandre si les gens n'étaient pas vigilants. En d'autres termes, il avertissait le public de ne pas se reposer sur ses lauriers. Bien sûr, après la fin de la guerre, l'Amérique était
était occupé à se tourner vers un nouvel ennemi, l'Union soviétique. Cela signifiait que cette histoire sur les nazis refusant d'abandonner leur idéologie devenait moins commode. Le film est tombé dans l'oubli malgré son caractère prophétique sur les néo-nazis et les groupes d'extrême droite qui émergeraient dans les décennies suivantes. The Master Race n'est ni amusant, ni tape à l'œil. Il n'y a pas de héros flamboyants, ni de grandes romances. Au lieu de cela, il s'agit d'une menace silencieuse et de l'idée que le mal ne disparaît pas avec la signature de traités. Pour les spectateurs s'attendant à une conclusion réconfortante, c'était un réveil brutal. Pour Hollywood, il était plus facile d'enterrer que de célébrer, ce qui en fait exactement le genre de film que l'histoire ne veut pas que vous vous rappeliez. Mission à Moscou, 1943. Imaginez entrer dans un cinéma pendant la Seconde Guerre mondiale et voir un film hollywoodien qui louait Joseph Staline comme une figure noble et héroïque. Cela semble impensable aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Mission à Moscou. Sorti en 1943, c'était une œuvre de propagande pro-soviétique que le gouvernement américain lui-même a encouragée dans le cadre de l'Alliance en temps de guerre. Le film était basé sur les mémoires de Joseph Davis, l'ambassadeur américain en Union soviétique. Il dépeignait Staline comme un allié digne de confiance et les procès de Moscou comme des exercices légitimes de justice. Aux yeux modernes, cela ressemble à un révisionnisme surréaliste, mais à l'époque, c'était censé rassurer les Américains que s'associer avec l'URSS n'était pas seulement acceptable, mais nécessaire. Après la guerre, cependant, les vents ont tourné. Avec le début de la guerre froide, Mission à Moscou est devenue une source d'embarras. Soudainement, les mêmes dirigeants d'Hollywood qui l'avaient promu ne voulaient plus en entendre parler. Pendant la Peur rouge et les auditions du Comité des activités anti-américaines de la Chambre, le film a été ressorti comme preuve de l'influence communiste à Hollywood. Les réalisateurs, scénaristes et acteurs liés au projet en ont payé le prix. C'est pourquoi il est caché. C'est une relique d'un moment politique très spécifique que Hollywood préférerait faire comme s'il n'avait jamais eu lieu. Admettre qu'il existait, c'est admettre que la propagande fonctionne dans les deux sens et que parfois l'industrie était plus que disposée à jouer le jeu. C'est le genre de film qui met mal à l'aise parce qu'il révèle comment la politique, les alliances et les instincts de survie d'Hollywood pouvaient déformer l'histoire directement à l'écran. The Mortal Storm, 1940. Avant même que l'Amérique n'entre dans la Seconde Guerre mondiale, MGM a sorti The Mortal Storm, et cela a fait sensation. C'était l'un des tout premiers films ouvertement anti-nazis produits par un grand studio hollywoodien. Situé en Allemagne dans les années 1930, il raconte l'histoire d'une famille déchirée par la montée au pouvoir de Hitler. Certains membres adoptent le nazisme, tandis que d'autres résistent, menant à des chagrins, des trahisons et des tragédies. Le film mettait en vedette James Stewart et Margaret Sullavan, et il n'y allait pas par quatre chemins. Il montrait des autodafés, des intimidations violentes, et comment des vies ordinaires étaient déchirées par l'idéologie. À l'époque, les studios hollywoodiens étaient encore prudents à l'idée de s'opposer ouvertement à l'Allemagne, en partie parce que les marchés allemands avaient été rentables avant la guerre. MGM a pris un énorme risque en le produisant, et les conséquences ont été immédiates. Les nazis ont interdit tous les films MGM en Allemagne et en Europe occupée, coupant ainsi une source majeure de revenus. Pour le public aux États-Unis, le film était un avertissement sévère sur ce qui se passait à l'étranger. Diffusé avant que Pearl Harbor n'entraîne l'Amérique dans le conflit. Mais après la guerre, alors que Hollywood passait à des messages de guerre froide, The Mortal Storm est devenu une relique. Les studios l'ont rarement ressorti et il est tombé dans les marges de l'histoire du cinéma. Ce qui le rend inoubliable aujourd'hui, c'est son courage. À une époque où jouer la sécurité était la norme, MGM a mis de côté l'idéologie et a dit la vérité. C'est pourquoi Hollywood ne le met pas en avant maintenant, car cela montre que de temps en temps, l'industrie a réellement pris des risques, et le résultat a été un film trop politiquement incisif pour être célébré plus tard. Adresse inconnue, 1944. Certains films crient plus fort avec le silence qu'avec le spectacle. Adresse inconnue est l'un de ces films. Sorti en 1944, il raconte l'histoire de deux amis de toujours, l'un juif, l'autre allemand, dont le lien se brise alors que le nazisme s'immisce dans leur vie. Sur le papier, cela ressemble à un conte moral typique.
Aussi. Mais la façon dont le film se déroule est tout sauf simple. C'était une production indépendante basée sur le roman à succès de Catherine Cressman Taylor. Il évite le vernis habituel d'Hollywood et explore quelque chose de plus intime, comment l'idéologie empoisonne les relations. À travers une série de lettres échangées entre les deux hommes, nous voyons l'un sombrer plus profondément dans l'esprit nazi, tandis que l'autre implore la compassion. À la fin, la trahison frappe fort et les conséquences sont dévastatrices. Les spectateurs s'attendant à un film de guerre patriotique et axé sur l'action ont été pris de court. Adresse inconnue ne parlait pas de chars ou de cuirassés. Il s'agissait de la façon dont les mots et les croyances pouvaient détruire plus que les bombes ne le pouvaient jamais. Hollywood n'a jamais su quoi en faire par la suite. Une fois la guerre terminée, les gens préféraient des histoires triomphantes de la victoire des Alliés. Un récit sombre d'amitié corrodé par la haine, c'était trop inconfortable pour le public d'après-guerre. Aujourd'hui, c'est pratiquement oublié. Mais regardez de près et vous verrez pourquoi c'est important. Adresse inconnue a prédit comment la propagande fonctionnait à une échelle personnelle et comment des gens ordinaires pouvaient devenir des monstres par choix, non par force. Ce n'est pas tape à l'œil, mais c'est terriblement réel. Et c'est peut-être exactement pour cela qu'Hollywood l'a relégué au second plan. Edge of Darkness, 1943. Si vous cherchez un film sur la Seconde Guerre mondiale qui ne recule pas, Edge of Darkness pourrait être celui-là. Sorti en 1943, ce drame de Warner Brothers raconte l'histoire d'un petit village norvégien sous occupation nazie. En surface, il ressemble à un autre film de résistance patriotique. Mais regardez de plus près, et vous trouverez un film débordant de violence, de désespoir et de la terreur brute de gens ordinaires poussés à leur point de rupture. Avec Errol Flynn et Anne Sheridan, le film dépeint des villageois qui décident lentement de se rebeller contre leurs occupants. Mais contrairement à de nombreuses histoires de résistance que Hollywood a embellies en victoires réconfortantes, Edge of Darkness rend le soulèvement désordonné, brutal et coûteux. Les nazis commettent des atrocités, et lorsque les villageois frappent, ce n'est pas un triomphe héroïque. C'est une survie sauvage. Les scènes finales ne célèbrent pas tant la victoire qu'elles ne soulignent le lourd coup de la rébellion. À l'époque, le film a choqué le public. Les critiques ont noté son obscurité implacable, et certains ont estimé qu'il était trop brutal pour le grand écran. Après la guerre, le film est tombé dans l'oubli. Warner Brothers ne l'a pas largement réédité, en partie parce qu'à la fin des années 1940, le public en avait assez des histoires sombres et voulait des divertissements plus légers. Ce qui est fascinant, c'est à quel point il semble moderne aujourd'hui. Les combattants de la résistance ne sont pas des héros parfaits ici. Ils sont imparfaits, effrayés et désespérés. Cela rend Edge of Darkness presque prophétique dans la manière dont les futurs films de guerre tenteraient de capturer le réalisme plutôt que la propagande. Mais dans les années 1940, c'était simplement trop brut pour être célébré. Hollywood l'a enterré dans les coffres, le laissant comme l'un de ces joyaux perdus qui ont osé dire la vérité. They won't believe me. Coupure de guerre. Maintenant, voici un cas étrange. They Won't Believe Me est aujourd'hui reconnu comme un thriller film noir de 1947 avec Robert Young, Susan Hayward et Jane Greer. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que lors de sa conception initiale dans les années 1940, le film comportait des séquences liées à la guerre qui ont été coupées ou censurées avant sa large diffusion. Ces scènes étaient considérées comme trop politiquement chargées pour un public d'après-guerre qui souhaitait un divertissement plus léger. Les brouillons originaux et les premières versions laissaient entrevoir des liens plus sombres avec la guerre. Des soldats rentrant chez eux avec des cicatrices psychologiques, des personnages façonnés par le traumatisme de la guerre, et des dialogues liant la trahison personnelle au conflit mondial. Lorsque le studio a réalisé que le ton était trop sombre et trop lié aux souvenirs de la guerre récente, ils ont ordonné des révisions importantes. Ce qui restait était un film noir, serré, mais le fantôme de ces scènes de guerre manquantes persiste encore dans les notes de production et les potins de l'industrie. Pourquoi cacher cela? Parce que l'industrie cinématographique se tournait résolument en 1946 et 1947 vers l'évasion. Les gens ne voulaient pas qu'on leur rappelle la laideur de la guerre. Ils voulaient du glamour, des histoires d'amour et des drames noirs qui suggéraient le danger sans raviver les horreurs du monde réel. Ainsi, le studio a enterré le matériel de guerre, ne le restaurant jamais dans les versions ultérieures. Cela fait de They Won't Believe Me une sorte de film de guerre fantôme. Ce que nous avons aujourd'hui est captivant en soi, mais le mal
Les couches de guerre manquantes auraient pu en faire l'un des hybrides de guerre noire les plus audacieux de la décennie. Au lieu de cela, il est devenu une version aseptisée avec ses angles les plus aigus cachés de l'histoire. In Which We Serve, 1942. Parfois, le patriotisme a un prix. In Which We Serve, sorti en 1942, était un projet profondément personnel pour Noel Coward, qui a écrit, co-réalisé et joué dans le film. Il suit l'équipage d'un destroyer britannique alors qu'ils font face à des attaques incessantes et s'accrochent au devoir, à l'honneur et à la camaraderie. En surface, c'est un drame patriotique de guerre, mais derrière le rideau, il y a plus dans l'histoire. Le film a été co-réalisé avec David Lean, qui deviendrait plus tard l'un des grands du cinéma. Il a été salué pour son réalisme brut et ses performances émouvantes. Pourtant, en Amérique, lorsque le film a été distribué, certaines coupes ont été faites pour adoucir ou éviter les représentations qui laissaient entrevoir le pouvoir colonial britannique ou les critiques des divisions de classe au sein de la marine. En d'autres termes, la version que le public américain a vue n'était pas tout à fait celle que Coward avait prévue. Cette censure discrète signifiait que, bien que le film ait été salué comme un stimulant pour le moral, certaines de ses critiques sociales étaient atténuées pour le public international. Hollywood voulait mettre l'accent sur l'unité des Alliés et non sur des vérités inconfortables concernant l'Empire ou l'inégalité. En conséquence, la version cachée du film, l'original complet non coupé, est resté sous-estimé en dehors de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les cinéphiles reconnaissent In Which We Serve comme un chef-d'œuvre de la narration en temps de guerre, mais il se tient également comme un exemple de la manière dont la propagande et la politique ont façonné ce que les spectateurs étaient autorisés à voir. Hollywood ne l'a pas complètement enterré, mais l'a certainement ajusté pour correspondre au message. Ce qui n'est pas dit pourrait être plus révélateur que l'histoire elle-même. Les bourreaux meurent aussi, 1943. Imaginez un film réalisé par Fritz Lang, écrit par Bertolt Brecht, et se déroulant autour de l'un des actes de résistance les plus audacieux de la Seconde Guerre mondiale. L'assassinat de Reinhard Heydrich. Le soi-disant « boucher de Prague », c'est Hangmen Also Die. Sorti en 1943, c'est un thriller tendu et captivant qui semble presque trop audacieux pour son époque. Le film suit une version fictive des événements entourant l'assassinat de Heydrich et les représailles brutales des nazis qui ont suivi. Au lieu de glorifier la résistance comme propre et héroïque, il plonge dans l'ambiguïté morale, montrant comment des citoyens ordinaires risquent tout, mentent et sacrifient même des voisins pour survivre. C'est plein de suspense, angoissant et lourd de la crainte des représailles nazies. À sa sortie, il se démarquait. Hollywood n'était pas habitué à des histoires aussi sombres ou aussi politiques. Cela ne disait pas simplement « les nazis sont mauvais ». Cela montrait comment la résistance a un coût terrible, sans garantie de survie. Les spectateurs admiraient l'artisanat, mais trouvaient le contenu glaçant. Après la guerre, alors que l'Amérique se tournait vers une politique anticommuniste, le film est devenu encore plus problématique en raison de l'implication de Brecht et de ses sous-entendus ouvertement de gauche. Les studios l'ont discrètement laissé disparaître de la circulation. Aujourd'hui, Hangmen Also Die est une œuvre puissante oubliée. La direction incisive de Lang et l'empreinte de Brecht en font l'un des films de guerre les plus politiquement chargés des années 1940. Hollywood ne l'a jamais complètement effacé, mais ils ne l'ont certainement pas célébré non plus. C'était trop dangereux, trop compliqué, et trop prêt à montrer la résistance comme un pari sanglant plutôt qu'un triomphe brandissant une bannière. La 7e Croix, 1944. En ce qui concerne les premières représentations hollywoodiennes des camps de concentration, la 7e Croix se tient presque seule. Sorti en 1944 par MGM, il mettait en vedette Spencer Tracy dans le rôle de l'un des 7 prisonniers qui se sont échappés d'un camp nazi. La mise en scène est glaçante, chaque évadé est traqué, et pour chaque personne reprise, une croix attend comme punition. Un seul homme s'en sort vivant, et ce survivant solitaire devient un symbole de résistance. Ce qui rendait ce film différent, c'était son timing. En 1944, la plupart des Américains n'avaient encore que des idées vagues sur les camps nazis. Mettre quelque chose d'aussi direct à l'écran était extraordinaire. Les critiques l'ont loué, mais le public ne savait pas comment appréhender la brutalité. Contrairement aux films de guerre ultérieurs, qui s'appuyaient sur des victoires patriotiques, la 7e Croix mettait l'accent sur la survie face,
face à une cruauté écrasante. Il s'est également concentré fortement sur la façon dont les Allemands ordinaires ont résisté ou fermé les yeux, ajoutant une couche de tension morale qui n'était pas flatteuse pour les besoins de propagande d'Hollywood. Après la guerre, le film a rapidement disparu. MGM n'a pas insisté pour des ressorties. Et dans l'optimisme florissant de l'Amérique d'après-guerre, les récits sombres de camps de concentration n'étaient pas exactement des succès au box-office. Cela a laissé la 7e croix échouer dans l'histoire, une relique révolutionnaire mais gênante. Aujourd'hui, son héritage est immense. L'une des premières fois où le cinéma américain a montré les camps nazis à l'écran, des années avant que l'ampleur des atrocités ne soit largement connue. Pourtant, Hollywood le revisite rarement, en partie parce qu'il ne correspond pas au modèle classique des histoires de guerre. C'est sombre, c'est troublant, et cela ne se termine pas par un triomphe, seulement par la survie. The Stranger. Voici un fait amusant. Orson Welles a réalisé le premier film hollywoodien à montrer des images réelles de camps de concentration. Ce film était The Stranger, sorti en 1946. Mais si vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'êtes pas seul. Malgré la présence de Welles lui-même, aux côtés d'Edward G. Robinson et Loretta Young, le film a été discrètement minimisé après sa sortie. Pourquoi? Parce qu'il touchait trop près de la réalité pour le public d'après-guerre. L'histoire suit un fugitif nazi se cachant dans une petite ville américaine, se faisant passer pour un professeur respectable. Robinson joue l'agent gouvernemental déterminé à le démasquer. Ça ressemble à un thriller, n'est-ce pas? Mais le cœur du film est plus sombre. Il suggère que les nazis n'ont pas simplement disparu à la fin de la guerre. Ils pourraient vivre à côté, se fondant dans les rythmes tranquilles de la vie américaine. Pour un public désireux de croire que le mal avait été vaincu une fois pour toutes, cette idée était plus effrayante que n'importe quel drame de champ de bataille. Welles a apporté son style signature, plein de tensions ombragées et d'ambiguïté morale. Les images du camp ont choqué le public, leur rappelant des horreurs qu'ils préféraient ne pas affronter. Le film a connu un succès lors de sa sortie, mais avec le temps, Hollywood l'a laissé tomber dans l'oubli, éclipsé par les autres chefs-d'œuvre de Welles. Ce qui rend The Stranger fascinant aujourd'hui, c'est à quel point il semble prophétique. Des histoires de fugitifs nazis apparaissant dans des endroits inattendus ont dominé les gros titres dans les décennies suivantes, mais ici, c'était Hollywood qui sonnait l'alarme en 1946. Peut-être est-ce pour cela qu'il a été discrètement mis de côté, car il ne permettait pas à l'Amérique de tourner la page sur le mal si facilement. Contre-attaque. Parler d'un film au mauvais endroit, au mauvais moment. Contre-attaque, sorti en 1945, était une coproduction soviéto-américaine au sommet de l'unité des Alliés. Avec Paul Muni et Margaret Chapman, le film raconte l'histoire de deux partisans russes qui piègent un groupe de nazis dans une cave. Ce qui suit est une bataille d'esprit, de psychologie et de survie. Le film est étendu, claustrophobe et étonnamment cérébral pour une sortie en temps de guerre. Au lieu de se concentrer sur des champs de bataille vastes, il s'est penché sur le dialogue, l'interrogatoire et la manipulation de la peur. Les Soviétiques étaient dépeints comme courageux, intelligents et héroïques, ce qui convenait parfaitement lorsque les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques étaient alliés. Mais quelques années plus tard, lorsque la guerre froide a pris le dessus, le même film ressemblait soudainement à de la propagande pour le mauvais camp. Hollywood, désormais sous la pression de l'hystérie anticommuniste, s'en est rapidement distancé. Le film n'a pas été réédité, et toute personne associée à sa production a dû faire face à des questions embarrassantes. Il est devenu un film fantôme, oublié non pas à cause de sa qualité, mais parce qu'il ne correspondait plus à l'image que l'Amérique voulait projeter. Aujourd'hui, Counterattack est à la fois une capsule temporelle et un avertissement. Il montre comment la politique peut décider si un film est mémorisé ou effacé. Par ses propres mérites, c'est un drame psychologique tendu avec des performances puissantes. Mais dans la mémoire d'Hollywood, c'est un film qu'il vaut mieux ne pas mentionner, une victime des batailles idéologiques qui ont suivi la guerre. Hôtel Berlin. Si vous pensez que tous les films de guerre présentaient des images simplistes du bien et du mal, Hôtel Berlin vous surprendra. Sorti en 1945, juste à la fin de la guerre, ce drame de Warner Brothers se déroule dans un hôtel de luxe au cœur déclinant de l'Allemagne nazie. À l'intérieur de ces murs, des officiers, des civils et des survivants désespérés se croisent dans une guerre.
toile de trahison, d'intrigue et de survie. Contrairement aux films de guerre hollywoodiens typiques, Hôtel Berlin ne parlait pas de soldats chargeant vers la gloire. C'était à propos de la corruption, de l'hypocrisie et de comment, même dans les derniers jours du Reich, les gens se battaient pour un avantage. Le film exposait des officiers nazis complotant pour leur sécurité, des collaborateurs essayant de couvrir leurs traces et des gens ordinaires pris dans le chaos. Pour les spectateurs espérant des fins claires, c'était déstabilisant. Il n'y avait pas de héroïsme net ici, juste un portrait sombre d'une société pourrissant de l'intérieur. Warner Brothers l'a d'abord promu, mais s'est rapidement retiré après avoir réalisé que les gens n'étaient pas d'humeur pour une vision aussi cynique. Dans l'optimisme de la victoire et l'aube de la prospérité d'après-guerre, qui voulait un rappel que la corruption humaine n'avait pas disparu avec la chute de Hitler. Aujourd'hui, le film est rarement projeté, même s'il mérite d'être reconnu comme l'un des rares films de guerre à jeter un regard sans concession sur les perdants de l'histoire et les zones grises morales dans lesquelles ils vivaient. Hôtel Berlin ne correspondait pas au récit de la victoire, alors Hollywood l'a laissé sombrer dans l'oubli. Open City, 1945. Peu de films ont secoué le monde comme Rome, ville ouverte, souvent simplement appelée Ville ouverte, réalisée par Roberto Rossellini en 1945. Ce n'était pas une production hollywoodienne, mais italienne. Pourtant, lorsqu'il est arrivé en Amérique, Hollywood ne savait pas vraiment quoi en faire. C'était brut, non poli, et tourné dans les rues dévastées de Rome juste après la libération. Le film raconte l'histoire de résistants combattant les nazis et les fascistes, avec des gens ordinaires, des prêtres, des femmes, des enfants entraînés dans la lutte. Son réalisme était choquant. Au lieu de décors soignés et de costumes parfaits, il y avait des bâtiments bombardés, des vêtements en lambeaux et une douleur brute. Des scènes de torture, de trahison et d'exécution ont secoué le public. Certains distributeurs américains ont censuré ou coupé des parties, craignant qu'elles ne soient trop dures pour les spectateurs américains. Malgré les coupes, le film est devenu une pierre angulaire du néoréalisme italien et a inspiré des cinéastes du monde entier. Mais à Hollywood, il a été discrètement mis de côté. Les studios ne voulaient pas admettre qu'une petite production européenne réalisée avec des bouts de pellicule et des acteurs amateurs pouvait raconter la vérité sur la guerre mieux que des épopées américaines à plusieurs millions de dollars. C'est pourquoi Open City vit dans un étrange limbo dans l'histoire d'Hollywood, vénéré à l'étranger mais rarement défendu dans l'industrie américaine. C'était trop brut, trop douloureux et trop efficace pour exposer le coût de la guerre, ce qui, bien sûr, en faisait exactement le genre de film que Hollywood préférait tenir à distance. Et voilà, 15 films sur la Seconde Guerre mondiale qui ne correspondaient pas au récit hollywoodien, enterrés sous des couches de politique, de propagande et de malaise. Certains ont été censurés, d'autres oubliés, d'autres encore discrètement exilés. Mais ensemble, ils montrent les histoires que Hollywood ne voulait pas célébrer, les vérités désordonnées, sombres et gênantes de la guerre. Lequel vous a le plus choqué ? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires de cinéma méconnues.